Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super et aujourd'hui au programme on va parler de Caroline Garcia. Évidemment son communiqué hier m'a un petit peu fait mal au cœur, je vous cache pas, on va revenir plus en détail, on va essayer de l'analyser du début jusqu'à la fin, le pourquoi, du comment, et puis évidemment on va parler du cas Jannik Sinner sur le terrain mais surtout en dehors du terrain. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Et on commence avec la Française puisqu'elle a sorti un communiqué où elle nous annonce avoir mis fin à sa saison 2024. Elle nous donne rendez-vous en 2025 à l'Open d'Australie et je vous cache pas que le communiqué il fait mal au cœur vraiment parce que Caroline c'est vraiment une joueuse en tout cas que personnellement j'apprécie énormément sur le terrain et en dehors pour ce qu'elle peut faire. Avec son podcast par exemple, on va en parler juste après. Elle a toujours été franchement très franche, très droite. Ça fait très longtemps qu'elle est sur le circuit. On sait que c'est pas facile pour elle depuis un petit moment. Donc on va revenir plus en détail sur cette déclaration, le pourquoi, du comment, comme on le disait dans l'introduction. Mais avant ça, il ne faut pas oublier que dans le tennis, c'est pas la première à en parler. On a eu Lucas Pouille qui clairement a vécu une dépression. Il était à deux doigts vraiment d'arrêter définitivement le tennis. C'est hyper courageux, vraiment, je trouve, d'en parler, que ce soit les joueurs, les joueuses, peu importe leurs raisons. Mais on sait que le tennis aujourd'hui, c'est un sport qui est extrêmement compliqué. Nous, on voit le beau côté, ils voyagent. Forcément, on pense qu'il y a beaucoup d'argent parmi les tout meilleurs. Mais c'est pas que ça, le tennis. On est loin de sa famille. On va y revenir après. On va essayer vraiment de prendre le problème plus largement que uniquement le terrain et se dire ouais, ils sont privilégiés, ils jouent au tennis, c'est génial, ils gagnent bien leur vie, ils doivent rien dire. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Franchement, Lucas, vraiment, il en avait parlé et je trouve que ce qu'il fait depuis son retour de dépression, c'est remarquable, c'est admirable, vraiment. On avait aussi eu Naomi Osaka, star internationale, parce que là, Lucas Pouille et Caroline Garcia, ce sont des stars en tout cas du tennis français, un peu moins au tennis international, si on peut dire ça comme ça. Osaka, il y avait vraiment eu un impact plus global, je trouve, où ça avait touché un petit peu tout le monde. Alors c'était un petit peu différent, c'était au moment de la crise Covid, on sait que c'était des moments très différents pour les joueurs et pour les joueuses, mais à ce moment-là, elle a eu le courage aussi d'en parler. Il y avait eu même un reportage sur elle, sur Netflix, sur sa vie, sur son quotidien, et elle avait un petit peu, ouais, j'ai envie de dire brisé, je trouve que c'est vraiment le bon mot, briser le tabou de la santé mentale. Parce qu'au tennis, on parle souvent de la technique. C'est normal, c'est un sport très technique, on parle beaucoup de la tactique, c'est normal, c'est un sport très tactique, mais on oublie très souvent et petit à petit, ça y est, c'est en train de rentrer dans les mœurs, la santé mentale, même l'approche mentale que peuvent avoir les joueurs avant un match, après un match, tout ça, c'est quelque chose de très important. On va revenir du coup plus en détail sur la déclaration de Caroline Garcia et alors on va pas la lire en entière évidemment, mais moi j'ai noté des points en rouge, on va revenir dessus. Chaque semaine de repos donne l'impression que tu prends du retard et ça c'est quelque chose au tennis qui est extrêmement important. Jules Marie en parlait aussi pour ceux qui suivent ses vidéos, c'est un youtubeur français qui tourne au-delà de la 200-250e place mondiale. En fait au tennis, il n'y a pas de salaire fixe en fait. Tu gagnes ton argent si tu joues bien, tu gagnes des points si tu joues bien. Mais si tu fais rien, pendant que tu fais rien, tu as l'impression de prendre du retard parce que pendant ce temps-là, les autres, là, eux, durant la même semaine où toi, tu es en train de boire un cocktail et de te préparer, enfin peu importe, il y a plusieurs, on peut prendre une semaine de vacances, on peut faire une semaine de préparation, tu as l'impression que tu perds du temps. Et c'est vraiment, elle commence son communiqué en disant ça et je trouve que c'est extrêmement révélateur parce que à partir du moment où tu décides de ne pas t'aligner en tournoi, tu sais que quoi qu'il arrive, tu prends du retard. Mais après, il faut être capable de prendre suffisamment de recul et de peut-être reculer pour mieux sauter, se préparer pour mieux performer derrière. Voilà. Mais je trouve que c'est hyper symbolique de commencer par ça et de rappeler qu'au tennis, en fait, notre seul salaire possible dépend de nos résultats. Et en fait, ça fait une pression mentale au quotidien qui est extrêmement dure à gérer. Elle nous dit qu'elle espère revenir plus forte en 2025 pour espérer à nouveau vivre des grands moments. Et ensuite, on va vraiment lister que les mots en rouge que j'ai sélectionnés avant cette vidéo. J'ai besoin de plus de temps pour guérir. Donc ça, c'est physiquement déjà. Elle a poussé son corps un petit peu trop loin, en l'occurrence son épaule. Elle doit laisser
guérir son corps. C'est extrêmement important. Parfois, on a des joueurs, on va y revenir après avec le cas Hubert Hurkacz chez les hommes, qui se soignent mal et qui ne prennent pas le temps de guérir. Et donc, du coup, en fait, oui, à court terme, ils font des tournois, ils font 1 ou 2 victoires, mais à long terme, ils en payent le prix très clairement. Et puis ensuite, on a mentalement, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de m'éloigner de la routine constante du tennis. Évidemment qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, on n'a jamais de moment pour soi, on n'a jamais de moment à la maison. Et Caroline Garcia, elle a commencé sa carrière professionnelle il y a 13 ans. À 17 ans, elle a 30 ans aujourd'hui. C'est normal qu'au bout d'un moment, en fait, on en est marre. C'est très compliqué. Et Caroline, elle a un jeu qui a fait que pendant un petit moment, elle n'a pas réussi vraiment à casser le plafond de verre. Et puis d'un coup, durant 2 années, elle a été 4e mondiale, elle a gagné le Master, on va y revenir après sur ses résultats. Mais du coup, il y a eu vraiment un avant et un après. Et je pense que cette redescente sur un niveau plus moyen a dû vraiment jouer, a dû faire mal, très clairement. Donc, on voit bien que cette année, mon état d'esprit était toxique. J'ai perdu le plaisir d'être une joueuse de tennis et je suis devenu obstiné par le classement et les victoires. Ça, c'est exactement ce qu'on vient d'évoquer au début. Chaque semaine de repos donne l'impression de prendre du retard. C'est évidemment lié. On ne vit que par le prisme du résultat. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a plus que ça qui compte, j'ai envie de dire. On ne prend plus le temps de travailler. On ne prend plus le temps de progresser. On ne prend plus le temps de se reposer. Et au final, mon état d'esprit en devient toxique. Forcément, ça devient très compliqué. Et là, on est dans la suite. J'ai désormais 30 ans. 30 ans, c'est pas vieux, mais il y a de l'usure. Ça fait 13 ans qu'on est là. Et là, elle dit, j'ai eu une carrière incroyable. Moi, j'ai envie de dire, j'ai une carrière incroyable. Tu as une carrière incroyable. Caroline, il ne faut pas dire, j'ai eu le meilleur. Peut-être, on ne le sait pas, mais peut-être que le meilleur est derrière toi, mais cette belle carrière n'est pas terminée. Et en fait, c'est hyper important de prendre conscience de tout ce que tu as pu faire. Alors forcément, c'est facile de le dire de l'extérieur, de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Mais là, en tout cas, ça m'a un petit peu gêné parce que j'ai eu une carrière incroyable. Peut-être que ça y est, pour elle, c'est terminé, mais je ne le pense pas. D'ailleurs, elle en parle juste après. Mais dans son esprit, elle est restée bloquée sur ce qu'elle n'a pas accompli. Elle n'a jamais atteint la place de numéro 1 mondial, jamais gagné un grand chelem. Et ça, évidemment, c'est très compliqué. Il y a très peu de joueuses qui arrivent à être numéro 1. Il y a très peu de joueuses qui arrivent à remporter un grand chelem. Enfin, et le podium olympique, pareil. Alors, je comprends que ce soit des objectifs qu'on se fixe, mais elle a quand même été 4e. Elle a quand même gagné des grands chelems en double. Elle a fait demi-finale à l'US Open. Enfin bref, c'est quand même une très belle carrière et qui n'est pas terminée. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis là, elle dit, est-ce que je crois encore pouvoir réaliser ces choses? Certains jours, oui. D'autres jours, je n'en suis pas si sûr. Je ne sais pas si je peux continuer à pousser de la même manière qu'avant. Et ça, c'est extrêmement important. Je suis épuisé par l'anxiété, les crises de panique, les larmes d'avant-match. Et ça, c'est lié à son premier paragraphe, puisque tant qu'elle est épuisée par l'anxiété et qu'elle ne prend pas du temps pour elle, elle ne peut pas penser qu'elle pourrait réaliser ces choses-là. On a besoin d'être en accord avec soi-même, on a besoin d'être très clair, très lucide sur la situation pour jouer son meilleur tennis. Et j'ai envie de faire une transition, on reviendra juste après sur ça, mais on va écouter Caroline Garcia. C'était en début d'année à l'Open d'Australie. On l'écoute, ça dure 40 secondes. Et c'est pour ça que des fois, tu as l'impression que tu t'affliges certaines choses parce que c'est dur en fait, c'est dur physiquement, c'est dur mentalement, tu as un adversaire en face de toi, tu dois trouver des solutions. Mais des fois, dans le match, j'arrivais même plus à respirer. Donc comment je peux trouver la solution sur mon service si j'arrive même pas à respirer, le truc le plus simple au monde. Après, voilà, c'est qu'un deuxième tour de l'Australian Open. Au final, je vois une fille qui est moins bien classée que moi. Pourquoi je me mets dans un état pareil? J'en sais rien en fait. Mais depuis une certaine période, c'est comme ça et j'arrive pas à passer au-dessus de ça. Et en fait, ça me bouffe en fait. Des fois, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Et au final, tous les jours, je me dis, non, je vais continuer à essayer. Alors, on le voit bien dans cette vidéo, franchement, c'est terrible. Et c'était en début d'année, en janvier. Donc, ça ne date pas d'hier. Et puis, si on se doute que c'était en janvier, c'est-à-dire que ça datait déjà de l'année précédente, en 2023. Donc, l'anxiété, les crises de panique, les larmes d'avant-match, elles sont présentes depuis un bon moment. Donc, moi, je trouve ça hyper courageux, vraiment, de prendre ce recul nécessaire
pour revenir qu'en 2025, pour se laisser au moins 3 mois. Peut-être qu'au bout de ces 3 mois, elle se rendra compte que oui, finalement, elle en a marre du tennis. Peut-être que non, en tout cas, elle aime le tennis, elle le dit. Après, on n'a pas fini de regarder son communiqué, mais déjà, ces mots, ils sont durs et ils datent d'il y a 8 mois en conférence de presse. Donc, en fait, tout est lié et ce communiqué, il allait forcément arriver. C'était évident. On continue. Trop longtemps, j'ai laissé le tennis me consumer. C'est très violent, c'est vraiment très violent, subissant les hauts et les bas émotionnels de chaque résultat évidemment. Je suis plus que ça, je suis plus que mes résultats tennistiques, je suis une femme avec des valeurs, des talents, des passions, des défauts et des forces. Je ne suis pas parfaite, mais je fais de mon mieux. Et je trouve que, franchement, ce paragraphe, il est terrible, mais il est tellement vrai. En fait, aujourd'hui, on oublie, même nous qui commentons le tennis de l'extérieur, les journalistes, les émissions, bref, tout le monde, au bout d'un moment, on oublie la personne qu'il y a derrière le joueur ou la joueuse de tennis. Et c'est extrêmement important de rappeler qu'en dehors, en fait, ce sont des gens normaux qui ont des émotions, qui vivent des choses, qui vivent un quotidien qui n'est pas forcément très brillant. Le sport de haut niveau, et j'ai vraiment envie de préciser le tennis, où on est souvent seul pendant de nombreuses années avant de pouvoir s'entourer d'un staff, de faire des belles rencontres, etc. Mais c'est vraiment un sport qui est extrêmement dur. Extrêmement dur, il faut vraiment le rappeler sans cesse parce que ça fait des dégâts. Et là, gagner ne procure plus de satisfaction, cela apporte juste le soulagement que c'est fini. Aujourd'hui, elle en était arrivée à un point où gagner ou perdre, en fait le seul soulagement, c'était d'arriver à la fin du match pour enfin sortir du terrain de tennis. Voilà. Mais on a ça, mais on a aussi ça chez des jeunes qui consomment trop de tennis par leur famille, par leurs entraîneurs. On a énormément de jeunes adultes et puis de joueurs professionnels qui aujourd'hui ont trop fait de tennis, ils sont plus capables de le supporter et au final, la seule satisfaction, c'est quand on pose la raquette et on sort du terrain. Et c'est dramatique d'en arriver là, de ne plus avoir cette partie de plaisir. C'est très dur. On finit, évidemment, elle espère se préparer pour 2025, se préparant au mieux physiquement, mentalement et tactiquement. On voit que c'est des mots qui sont forts, c'est pas technique, on l'a encore dit, technique c'est très important, mais mentalement et tactiquement, on va dire, c'est un peu ce qu'on a reproché à Caroline Garcia durant de nombreuses années sur son jeu tennis. Mais vraiment, il faut noter le mentalement parce que tant qu'elle ne se soigne pas mentalement, et en fait, elle ne pourra pas retrouver 100% de ses capacités physiques, techniques ou même préparer des plans tactiques pour jouer une deuxième partie de carrière, peut-être différemment. En tout cas, elle le dit, elle aime encore le tennis et elle, vraiment, dans ce dernier paragraphe, on va le lire ensemble, quand je finirai par quitter le tennis, je veux pouvoir regarder en arrière et dire que j'ai apprécié l'aventure, que je suis fier de moi et que j'ai tout donné. Au final, j'aurais gagné des choses vraiment sympas sur mon chemin. Évidemment, la carrière, en tout cas jusqu'à maintenant, elle est très belle. Elle est peut-être pas aussi belle qu'elle ait pu l'espérer, mais cette carrière de tennis que Caroline Garcia vient de faire depuis 13 ans, cette première partie, j'ai envie de parler de première partie personnellement, je pense qu'il peut y avoir un avant cette pause et un après cette pause, c'est déjà magnifique. Très rapidement, comme ça, on regarde sa saison 2024, c'est une saison évidemment avec 17 victoires, 17 défaites, décevantes, mais vu les circonstances, en fait, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant parce que c'est secondaire, les résultats sont secondaires et on veut juste la voir se rétablir pour qu'elle aille mieux sur le terrain et en dehors du terrain. Donc voilà, ça c'est juste les résultats de cette année, mais en vrai, ça m'intéresse pas tant que ça. Moi, je voudrais revenir sur ses résultats en carrière où elle a été 4e mondiale au mieux, elle a gagné 11 titres, c'est énorme. Et puis en simple, elle a quand même fait 8e au moins dans tous les grands chelems, car à Roland-Garros, avec la pression d'être une Française, on sait que c'est très compliqué. Et puis elle a fait demi-finale à l'US Open. Enfin, le palmarès est monstrueux, elle a gagné le Master, il ne faut pas l'oublier. Elle a gagné le Master, c'est quand même très très fort. C'est une joueuse qui a été très forte en double et en simple jusqu'à aujourd'hui. Après, elle a décidé de faire un peu moins de double, mais elle a quand même gagné 2 fois Roland-Garros, fait finale à l'US Open. Il n'y a pas à dire, sa carrière, elle est très belle. Et vraiment, il faut insister là-dessus. C'est pas facile tous les jours. Il faut réussir à prendre du recul. Mais vraiment, bravo Caroline. On fait la transition de Garcia à Hubert Hurkacz. On en parlait tout à l'heure.
Hubert Hurkacz, lui, pourquoi je vais parler de lui? Parce qu'il déclare forfait pour le Master 1000 de Shanghai. Et en fait, il y a quelques semaines, 1 ou 2 mois, j'ai envie de dire, il s'était blessé, il avait fait appel à plusieurs médecins. La majorité des médecins lui avaient dit « Stop, il faut reprendre à l'Open d'Australie en janvier, là, il faut se soigner ». Il y en a 1 ou 2 médecins qui ont pu lui dire l'inverse. Hubert Hurkacz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté les 10% qui lui ont dit « Tu peux rejouer ». Voilà, résultat des choses, Hubert Hurkacz, il est blessé, il enchaîne « Je joue, je ne joue pas, je joue, je ne joue pas ». Donc en fait, on voit bien qu'à un moment, le choix de Caroline Garcia, c'est aussi un choix courageux que de laisser les autres jouer, de laisser les autres joueuses prendre des points et elle de se prendre du temps pour elle pour espérer mieux revenir. Là, Hubert Hurkacz, il a fait tout l'inverse. Au final, il va se retrouver à devoir écouter les autres médecins, à revenir qu'en janvier à l'Open d'Australie. Il va peut-être aggraver sa blessure et peut-être qu'il ne reviendra jamais à son meilleur niveau parce qu'il a voulu un petit peu forcer son destin. Alors peut-être qu'il reviendra très bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais voilà, 2 gestions différentes, c'est pas le même cas. Là, c'est un problème physique. Mais voilà, parfois, il faut aussi prendre du recul, dire « Ok, je me soigne correctement ». Pour mieux revenir. Avant d'aller sur Jannik Sinner, on va juste parler de cette déclaration de Tyler Fritz qui est assez drôle quand même. Il dit « J'ai vu beaucoup de gens critiquer certains joueurs qui demandaient une saison plus courte parce qu'apparemment les exhibitions ça prend pas vraiment d'influx, c'est pas fatigant physiquement. » Tyler, tu viens de prendre un très bon chèque à la Lever Cup, évidemment que tu n'allais pas dire l'inverse. Je veux bien que les exhibitions ne soient pas aussi physiques qu'un vrai tournoi, mais il y a le fait de se déplacer sur l'exhibition, il y a peut-être le décalage horaire par rapport au tournoi d'après, il y a quand même de la demande au niveau des médias, il y a des rendez-vous avec les sponsors, ça prend quand même de l'influx. Donc, je veux bien que tu défendes parce que tu y étais et que tu as pris un bon chèque, mais à un moment, il faut aussi rester lucide, c'est faux. On arrive sur le cas du numéro 1 mondial. L'agence mondiale antidopage fait appel dans l'affaire Jannik Sinner et requiert une suspension entre 1 et 2 ans. Donc apparemment, c'est toujours pas terminé. L'AMA estime que la conclusion selon laquelle il n'y a pas eu faute ou négligence n'est pas correcte au regard des règles. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour Jannik Sinner? On va le savoir dans les prochaines semaines. En tout cas, l'affaire revient sur le devant de la scène. Bon, bizarre, on pensait que c'était terminé. On peut comprendre en même temps parce que c'est vrai qu'il y a eu des traitements différents avec Simona Halep. Peut-être on peut prendre des Jason Brooksby, des Michael Himmer qui ont eu des cas peut-être différents. Mais en tout cas, sur les cas de dopage, il y a eu une gestion du cas Sinner qui est différente des autres. Je l'entends, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va terminer cette vidéo par évidemment une petite touche tennis quand même. Il y avait Sinner qui jouait contre Safiullin ce matin. Alors, Sinner, je ne sais pas s'il a appris cette histoire extra-terrain, on va dire ça comme ça, sur son cas de dopage, avant le match ou après. En tout cas, il a commencé son match de façon très désordonnée. On va se remettre ici à 1-0. Déjà, il commence son premier jeu de service par une double faute et puis ensuite, il a enchaîné. Faute de revers ici. Ici, faute de revers, on est toujours dans son premier jeu de service. Encore une faute de revers, vous voyez, sur des positions différentes. Là, on est excentré juste derrière la ligne de fond de cours. Là, on est au centre, un peu en extension. Ici, on est dans le terrain, on est avec les appuis bien ancrés dans le sol. Et qu'est-ce qui se passe? Il perd un peu confiance, du coup, il se met à slicer. Il recule très loin. Et là, on le voit, il est ici. Derrière, Safiullin en profite pour faire un amorti. Voilà, j'ai sélectionné 2-3 images. Cette volée aussi, même s'il va réussir à faire le débreak en début de manche, il va se faire breaker 2 fois dans le premier set. C'est assez rare pour être souligné. Donc il va rater des choses extrêmement faciles avant de lancer la machine. Et ça, c'est quand même quelque chose chez lui qui m'impressionne parce que il arrive à passer à côté. Il faisait vraiment un très mauvais premier set avec des grosses fautes. Et puis derrière, il déroule, il met 2 sets, un peu comme contre Jarry hier où il perd le premier set et derrière il arrive à mettre la machine en route. En fait, Sinner cette année, il n'a pas fait une mauvaise défaite. Il fait un mauvais set et puis derrière il corrige le tir. C'est impressionnant. Coup au prochain tour, il jouera Jiří Lehečka. On va voir dans quel état parce que forcément, peut-être que ça va prendre un petit peu de place. Il vient de lâcher un set dans son premier match, un set dans son deuxième match. Lehečka revient plutôt en forme. Donc on a plutôt hâte de voir cette affiche. On arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, pour moi, c'était très important de parler de Caroline Garcia parce que c'est clairement ma joueuse française préférée depuis de nombreuses années. C'est une de mes joueuses préférées du circuit et je la trouve extrêmement courageuse pour tout ce qu'elle fait. On n'a pas parlé non plus de son podcast qui est juste ici, Tennis Insider Club, avec des interviews de beaucoup de joueurs, d'entraîneurs. Bref, elle fait un super taf aussi en dehors pour promouvoir le tennis.
C'était important pour moi d'en parler. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, à mettre un commentaire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très vite.